le web, la transformation digitale, l'intelligence artificielle ou encore le marketing digital. Il a développé des compétences reconnues dans tous ces domaines. Mais il n'est pas seulement dans la technique pure, il est tout aussi dans les sciences dites sociales qui lui offrent une vitrine pour interroger le nouvel environnement technologique qui rythme la marche du monde. Je sais également qu'il est passionné par le développement d'opportunités de rencontres entre des personnes au parcours différents pour échanger et s'enrichir mutuellement de leurs expériences respectives. Enfin, et c'est pour lui l'une des choses les plus importantes, il nourrit de grandes ambitions pour la formation des jeunes. J'ai le plaisir de recevoir Issa Touré, entrepreneur. C'est ainsi qu'il se définit, dirigeant des entreprises Azerty et Freelance. Bonjour Issa. Bonjour professeur. Ma manière de vous présenter vous convient? Elle me fait extrêmement plaisir parce que ça fait rare, c'est très rare même de voir une présentation aussi flatteuse pour qu'un maître va donner à son élève. Et si vous me donniez l'autorisation, je l'aurais plaqué dans mon bureau. Je vous l'accorde volontiers. Merci Alors, beaucoup. peut-on revenir de façon beaucoup plus précise sur votre cœur de métier? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de façon très précise? Merci beaucoup, professeur. Je pense que c'est une question très importante parce que beaucoup de personnes ont du mal à discerner les différentes branches du digital dans la généralité. Alors, nous, ce que nous faisons, et moi personnellement, ce que je fais, c'est accompagner l'Afrique en général dans sa transformation digitale. C'est de voir les problèmes, les difficultés, les challenges que l'on rencontre tous les jours dans notre vie, dans nos business, sur le plan social ou éducatif, et essayer d'y trouver des solutions grâce au digital. Et donc, ça peut être une école qui a besoin de gérer un système, ça peut être l'administration qui a besoin de faciliter ses process, ça peut être une entreprise qui a besoin d'être beaucoup plus visible sur le marché. Et l'idée, c'est de, à chaque fois, créer des solutions maintenant pour ces différents secteurs. Justement, l'actualité aujourd'hui dans le monde entier, c'est l'intelligence artificielle. Que peuvent y gagner le Sénégal et l'Afrique? Alors, avant d'aller déjà sur les avantages de l'intelligence artificielle, il faudrait d'abord faire un petit rappel. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas une trend, n'est pas une actualité qui va disparaître dans les prochains jours, comme l'a fait par exemple les NFT, le Bitcoin et toutes ces nouvelles technologies dont on a entendu parler. Aujourd'hui, on en entend faiblement parler. L'intelligence artificielle est venue pour rester, et donc c'est devenu une révolution dans lequel l'Afrique devrait pouvoir bénéficier pour sortir un peu de la pauvreté et avoir une chance d'être à nouveau sur la course. Donc quand on voit aujourd'hui ce qu'apporte l'intelligence artificielle, quand on voit ces différentes branchements, ces différentes solutions qu'elle propose, elles sont presque faites pour l'Afrique. On dirait même qu'elles ont été faites pour l'Afrique. Je prends un exemple tout particulier. Aujourd'hui, en Afrique, ce qui nous divise, ce qui empêche l'intégration africaine, c'est les barrières linguistiques. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a la possibilité que deux peuples puissent interagir de manière instantanée sans avoir à trouver un interprète. Et donc, si une population malienne locale est capable de parler avec une population sénégalaise locale, ils peuvent commercer. L'intelligence artificielle a la possibilité d'identifier là où se trouvent les failles humaines et d'y trouver des solutions. Par exemple, l'État peut avoir des difficultés à prendre des décisions. L'IA, grâce aux données qui sont récoltées sur le terrain, a la possibilité de tout analyser et de faire des recommandations qu'un consultant ne pourrait pas faire. L'IA a la possibilité de remplacer les tâches qui sont très difficiles et qui sont répétitives. Ce qui fait que si on était obligé de dépenser énormément d'argent dans énormément de ressources pour arriver à un résultat, l'IA peut le faire de manière instantanée. Donc la capacité de traitement de données, la création de solutions qui sont des solutions principalement locales africaines auxquelles les entreprises de la Silicon Valley ne peuvent pas trouver des solutions, l'IA, l'intelligence artificielle, a cette capacité de créer ces solutions-là. Voilà, tu diriges des entreprises qui interviennent dans ce domaine. Est-ce que vous avez déjà développé des solutions ou des applications dans tel ou tel autre domaine? Effectivement. Je vais vous parler d'un cas bien particulier, c'est le cas des paysans et des entrepreneurs.
Alors, j'ai eu la chance de parcourir un peu l'Afrique. J'en ai fait à peu près 37 pays. Et dans ces pays-là, j'ai vu que les challenges que chaque pays avait étaient assez similaires. Et donc, les entrepreneurs au Sénégal avaient à peu près les mêmes problématiques que ceux qui sont au Mali. Les paysans qui sont dans le Fouta ont à peu près les mêmes difficultés que ceux qui sont au Congo. Et donc, le premier problème qu'il y avait, c'était d'abord l'accès à l'information. Et donc, le challenge qu'on a fait avec Azerty et avec une autre filiale qu'on a créée qui s'appelle MetAfrique, c'est qu'on est parti sur le terrain, on a récolté des données d'enregistrement vocal et on a entraîné une intelligence artificielle pour qu'elle puisse comprendre les requêtes de ces personnes-là. Et donc, on a aujourd'hui un outil qui permet d'accompagner les paysans s'ils ont des difficultés sur le climat, s'ils ont des difficultés pour identifier des maladies ou autre chose, de prendre en photo quelque chose et d'avoir une information par rapport à ça. Pour les entrepreneurs aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, toute personne qui se lance au Sénégal n'a pas nécessairement l'information qu'il lui faut. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école d'entrepreneuriat, ce qui fait que beaucoup de gens s'y lancent tête en avant, sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants. Comme par exemple, comment formaliser mon entreprise, comment trouver un financement, comment trouver mon cofondateur ou autre chose. Et donc, on a créé cet outil-là qui règle un premier problème, c'est l'accès au financement. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, sur WhatsApp ou sur le web, lui poser une question sur comment avoir un financement, lui faire une description de votre entreprise et avoir la meilleure recommandation. Oui, mais justement, comment tout cela fonctionne pour les profanes, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas outillés techniquement, peux-tu leur expliquer de façon basique comment fonctionne l'intelligence artificielle? Ok. Alors, l'intelligence artificielle, d'abord, pour comprendre son fonctionnement, il faut revenir à ses débuts. L'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de nouveau qui est né en 2015 ou en 2016 et qui a refait surface en 2024. C'est né dans les années 50. Et donc, le principe de base, c'était, on apprend à une machine, si je te montre un dessin dans lequel on voit une queue et une bec, donc ça veut dire que c'est probablement un oiseau. Si je te montre que celui-ci a une queue qui est assez solide comme celui d'un chat, avec des canines et des oreilles et des moustaches, ça pourrait être un chat ou un félin. Et donc, on a entraîné... C'est pas ma moustache quand même. Non, je parle pas du tout. Donc, on a entraîné des systèmes dans le passé pour leur dire, si ce scénario arrive, alors faites ceci. Et donc, au fur et à mesure que ça a avancé, on a eu un arrêt du développement de l'intelligence artificielle pendant plus de 40 décennies. Pourquoi? Parce que l'objectif qu'il y avait et les compétences et les ressources dont les gens avaient accès n'étaient pas assez suffisantes. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle l'IA a connu un si grand développement, c'est parce que les processeurs se développent de manière bien plus rapide, ils sont conçus, ils sont devenus beaucoup plus puissants. Maintenant, comment fonctionne notre IA en tant que tel? Alors, il y a d'abord une première phase. La première phase, c'est la phase de la collecte de l'information. On appelle ça des larges langages modèles et des LLM. Donc, quand on dit un LLM, un large langage modèle, c'est un grand dictionnaire dans lequel on a mis énormément d'informations dans un seul fichier, qui est principalement de l'information brute. Supposons toute la base de données des articles de Wikipédia. Ensuite, maintenant, après qu'on ait ça, on a ce qu'on appelle un environnement. Un environnement, c'est comme l'ordinateur, c'est un système dans lequel on met à l'intérieur, c'est comme un tin, une marmite dans lequel on met maintenant les ingrédients. Les ingrédients, c'est le large langage modèle que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans cette cuisson, comme on peut si vous autorisez peut-être ce terme-là, dans ce qu'on appelle dans cette cuisson-là, pour avoir le tchéboudion final, toutes les actions qu'on fait, tous les ajouts qu'on fait, l'eau, les légumes, le timing et tout ça, on appelle ça de l'entraînement. Donc, on prend la machine, on prend l'information et puis on entraîne la machine. On lui dit, si je vais t'entraîner sur la reconnaissance d'image, je vais t'entraîner sur la production de texte ou autre chose. Et donc, tu lui fais des tests, tu lui donnes ça, il te fait des tâches assez simples. Et ce qui est intéressant, c'est que les techniciens qui ont développé ces nouveaux modes d'IA-là, on fait de manière comme l'apprentissage humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez maîtriser une tâche, vous devez le faire plusieurs fois. L'information passe sur vos neurones jusqu'à créer une route et ça devient beaucoup plus facile. Et donc, l'IA fonctionne pareil. Vous lui donnez des tâches et il le fait de manière répétitive. Et au fur et à mesure qu'il avance maintenant, il va pouvoir comprendre ce qu'on appelle les patterns. Les patterns, c'est des chemins qui sont déjà tracés. Et donc, les gens, quand ils utilisent une intelligence artificielle,
La raison pour laquelle c'est devenu facile, c'est devenu très rapide quand vous posez une question sur ChatGPT, c'est parce que des milliers d'autres personnes ont posé exactement la même question ou une question similaire, au point où l'IA devient parfaite par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour terminer, on a plusieurs types d'IA qui ont été entraînés avec des modèles différents et qui ont été conçus, cuisinés de manière complètement différente. On a des intelligences artificielles qui sont bons pour le côté vocal. On a d'autres intelligences artificielles qui sont bons pour produire du texte comme ChatGPT. De l'image. Exactement. Il y en a d'autres qui sont très bons dans la génération d'images comme Picalab ou autre chose. Maintenant, il y en a de nouveaux qui sont excellents dans tout ce qui est production de vidéos et même dans l'administration même de votre propre entreprise. Super. Alors, qu'est-ce que vous conseillez de façon pratique aux jeunes qui veulent se lancer dans ces technologies-là? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'éviter l'handicap intellectuel. Et ce que j'appelle moi l'handicap intellectuel, c'est de ne pas maîtriser l'anglais d'abord. Pour moi, ne pas maîtriser l'anglais, c'est un handicap. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue. Parce que 90% du contenu utile sur Internet est principalement disponible en anglais. Dans la majeure partie du cas. Même ceux qui sont en Inde produisent des articles de recherche, ils vont le publier en anglais. Donc, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'abord maîtriser l'anglais. La deuxième chose que je conseillerais aux jeunes, c'est qu'entre peut-être 15 et 30 ans, d'être principalement dans la recherche de l'information et dans la recherche du réseau. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, on parle d'intelligence artificielle ou autre chose, mais beaucoup de jeunes veulent les utiliser pour faire de l'argent maintenant. Alors qu'en fait, le principe de base, c'est que ce que je conseille à toute personne qui veut réussir dans ce milieu-là, c'est de passer un très bon moment dans l'apprentissage de ces outils-là afin de pouvoir les maîtriser. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle de la pratique. Quand je dis pratique, je vais vous raconter une anecdote assez simple. Il y a de cela 1 an, ou à peu près 1 an et demi, j'ai un ami qui s'appelle Sadir. On s'était rencontrés sur un événement que l'on organisait. Et je lui ai dit que dans 1 an, au grand maximum, ce qui était inimaginable à cette période-là, on aura tout le corpus d'Internet disponible dans un seul ordinateur, sans accès à Internet. Et quelques années plus tard, maintenant, on a la possibilité d'avoir toutes les informations disponibles sur Internet sur ton propre ordinateur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord faire de la pratique, récupérer ça, sans exercer, essayer de trouver des informations et essayer de créer des solutions par rapport à ça. Le dernier conseil que je donnerais aussi, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut nous-mêmes créer nos propres solutions. Comment ça fonctionne aujourd'hui en Afrique, au Sénégal ou ailleurs? À chaque fois qu'on est en face d'un problème, supposons qu'on a les livreurs au Sénégal qui ont des problèmes, supposons qu'on a les femmes qui vendent du guerre-tiaf qui ont un problème, les gens ont tendance à aller chercher des solutions qui ont été développées pour des vendeurs de hot dog à New York ou des solutions qui ont été développées pour quelqu'un qui vend quelque chose à Paris et essayer d'implémenter, de forcer cette solution ici au Sénégal. Ce qui fait qu'une grande partie des solutions qui sont soit développées par des jeunes passent sur ce qu'on appelle la vallée de la mort. Tu vas passer 3 ans et l'entreprise va disparaître. Donc pour pouvoir éviter cela, il faut qu'on essaie de développer nous-mêmes nos propres solutions. Qu'on discute avec les gens qui nous disent de quoi est-ce qu'ils ont besoin et qu'on adapte cette technologie-là par rapport aux besoins réels des gens. Et l'autre chose aussi, c'est de ne pas attendre le financement, de ne pas attendre l'argent. Aujourd'hui, on a la capacité de développer d'excellentes solutions seulement avec son ordinateur et seulement avec ce dont on a comme information disponible sur Internet. Et je pense que si on va dans cette logique-là où les jeunes sont assez patients et ne cherchent pas l'argent, ils cherchent d'abord l'information, ils essaient de faire de la pratique en développant tout le temps de nouvelles solutions, ils adaptent les solutions par rapport aux réalités et qu'ils essaient un tout petit peu de mutualiser leurs efforts pour que les données qui ont été récoltées par un tel comme Albad ou Pape Serigne puissent être utilisées par une autre personne dans un autre projet. Je pense que si on va dans cette logique-là, on pourra être au même niveau que le Bangladesh ou l'Inde. Issa, tout le monde parle d'opportunités dans le web, dans l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, mais on remarque que l'emploi des jeunes demeure tout de même le casse-tête. Est-ce à dire qu'il y a plus de contraintes finalement que d'opportunités?